Je souhaite d'abord poser le cadre. Notre groupe a tenté depuis plus de 3 ans d'être dans une opposition constructive, une opposition concrète, exigeante et surtout utile aux conflanais. On ne vient pas ici pour faire du bruit, on vient pour valider ce qui va bien, pour dire ce qui ne va pas, et si l'on peut, éviter que des erreurs se répètent. Surtout quand on entre dans une période où traditionnellement les chiffres deviennent très politiques. Pour commencer, vous revendiquez une approche de prudence et de sincérité budgétaire. Sur le principe, on ne va pas le contester, puisqu'un budget doit être prudent. D'ailleurs, vous mettez à un instant en garde les élus d'opposition en disant, je vous cite, qu'il ne faudrait pas faire de promesses que l'on ne saurait tenir. Cela tombe bien, vous démontrez qu'il existe des marges de manœuvre, puisque vous nous indiquez que 61 millions d'euros d'investissement sont programmés entre 2026 et 2029. Il sera donc libre à la future équipe municipale de redéfinir les priorités en utilisant au mieux ces fameuses marges de manœuvre. Mais monsieur le maire, la prudence, ce n'est pas une méthode pour se donner systématiquement raison et se féliciter a posteriori. Je vais essayer de me faire comprendre par une petite analogie. Parfois, on a l'impression que votre budget, c'est une fausse alerte incendie. Vous annoncez qu'il va y avoir du feu, vous faites évacuer tout le monde, puis à la fin, vous dites, vous voyez, il n'y a pas d'incendie, on a donc bien géré. C'est cela que nous constatons depuis des années, une vraie tendance lourde. Surévaluer certaines dépenses au budget primitif, puis ensuite sous-évaluer des recettes quand elles sont dynamiques, et arriver ensuite au compte administratif en expliquant « vous voyez, on a été de bons gestionnaires ». Pour nous, ce n'est pas de la bonne gestion, c'est une construction budgétaire qui aboutit mécaniquement à de la sous-exécution. Ce point, il n'est pas anecdotique, parce qu'il a 2 conséquences qui sont très concrètes. Il finit par déformer le débat démocratique, puisqu'on débat sur des masses qui ne seront pas consommées. Et enfin, il fabrique artificiellement de l'autofinancement pour l'investissement, mais j'y reviendrai, on a l'impression que ça donne l'impression que la rigueur suffit. Et disons-le clairement, pour éviter tout procès d'intention, notre groupe n'est pas dans une posture qui consiste à dire tout doit baisser. Nous assumons même, et c'est cohérent avec ce que nous défendons publiquement, qu'on peut augmenter légèrement certaines dépenses de fonctionnement quand c'est ciblé, quand c'est justifié et évalué. Je pense notamment à la sécurité, au périscolaire, à la petite enfance, à la prévention et au service à la population. Mais justement, pour pouvoir défendre cela sérieusement, il faut un débat sincère. Une hausse assumée et pilotée, ce n'est pas la même chose qu'un budget gonflé puis non consommé. On va aller maintenant sur l'investissement. Je le disais tout à l'heure, votre PPI 2026-2029 annonce plus de 61 millions d'euros d'investissement sur la période avec des opérations structurantes. Sur le papier, c'est ambitieux, on le reconnaît. Mais votre propre rapport dit aussi noir sur blanc que ce programme ne saurait être réalisé si les perspectives de finances publiques se maintiennent et qu'un nouveau phasage ou des arbitrages plus conséquents seraient nécessaires. Autrement dit, vous annoncez un niveau d'investissement tout en indiquant vous-même qu'il n'est pas totalement crédible en l'état. Et c'est en fait exactement notre point. Le mandat a été marqué par un décalage et un retard accumulé sur certains investissements, et maintenant on se retrouve à charger la barque sur la fin dans une logique qui ressemble beaucoup à celui d'un cycle électoral. Parce que le problème, c'est pas d'investir. Le problème, c'est d'avoir investi trop tard, parfois du coup trop vite, et ensuite de présenter cela comme un niveau d'investissement exceptionnel, puisqu'on est de mémoire sur une année exceptionnelle en termes d'investissement. Investir, c'est bien. Investir au bon moment, avec un calendrier tenable et une capacité interne en termes de maîtrise d'ouvrage, c'est encore mieux. J'en veux pour preuve les problèmes que nous rencontrons sur plusieurs des chantiers. Toujours sur l'investissement, j'en viens au point central. Et je suis désolé, monsieur Calnec, je vais devoir reprendre une de vos images favorites. Vous financez énormément l'investissement par le cash, c'est-à-dire par l'autofinancement et la capacité à dégager de l'épargne. Le rapport rappelle d'ailleurs que le financement des investissements reposera sur les leviers classiques, les subventions, les dotations, l'autofinancement net. Et vous le citez en tout dernier dans le rapport, l'emprunt. D'ailleurs, dans le rapport, page 17, vous parlez d'un recours modéré à l'emprunt. L'emprunt est donc toujours présenté comme un levier à utiliser modérément et vous mettez en avant une logique d'extinction et de maîtrise des annuités, qui ne rime pas à grand-chose. Monsieur Abédan l'a démontré lui-même tout à l'heure, il disait que les nouveaux prêts qui ont été souscrits cette année augmentaient de 3 mois la maîtrise des aides, la durée d'extinction de la dette. Nous n'allons donc pas être très originaux. On va réutiliser donc l'image que M. Calnec nous donne chaque année, vous ne l'avez pas fait cette année, c'est celle de la maison. On n'achète pas sa maison cash, on emprunte parce qu'une maison va servir sur 20, sur 30, sur 40 ans.
Et donc effectivement, le financement doit être partagé dans le temps. Mais je vais rajouter une petite notion. Le financement doit aussi être partagé entre les générations qui en bénéficient. Quand vous financez en cash, vous épuisez donc, premièrement, des marges de manœuvre sur le fonctionnement. Deuxièmement, vous rendez l'équilibre beaucoup plus fragile en cas d'aléas, comme les baisses que vous avez citées de subventions, de dotations et même malheureusement la péréquation. Et donc surtout, vous vous privez d'un levier partiellement, puisqu'on a vu que vous réempruntez de nouveau, qui permettrait de lisser l'effort. Votre propre rapport reconnaît que le recours à l'emprunt devrait être envisagé au regard des investissements structurants engagés. Donc la question n'est pas de faire de la dette ou de ne pas en faire, la question c'est quelle dette, pour quel projet et avec quelle trajectoire. Notre position est donc cohérente et saine. Oui à l'investissement, oui à un investissement productif qui rapportera sur le moyen terme, comme les travaux de rénovation énergétique pour faire baisser les factures de fluide, mais oui aussi à un emprunt mieux piloté pour lisser l'effort et éviter l'effet pic que l'on voit comme par hasard en cette fin de mandat. Donc pour que ce ROP ne soit pas un exercice de style, nous demandons deux choses simples. On aurait aimé avoir un tableau rétrospectif d'exécution sur le mandat depuis 2020 qui pourrait montrer les dépenses et les recettes réelles en comparaison de ce qui avait été voté dans le budget primitif et en conséquence le taux d'exécution avant virement de l'excédent à la section d'investissement. Parce qu'un débat d'orientation budgétaire doit s'appuyer sur des faits, pas sur des intentions. Monsieur le maire, nous ne venons pas dire dépensez moins. Nous venons dire dépensez bien, investissez au bon rythme et financez intelligemment. Oui, nous sommes favorables à renforcer certains moyens, y compris en fonctionnement lorsque c'est nécessaire, mais cela suppose une stratégie budgétaire qui ne repose pas sur une mécanique de sous-exécution et de cash permanent. Je le redis, on est dans une opposition constructive, mais ce n'est pas une opposition naïve. Il ne faut pas que le budget soit une vitrine, c'est la vie quotidienne des Conflanais, aujourd'hui et pour les années qui viennent. Je vous remercie.